Annie? C'est mieux ça, oui. Merci. C'est un peu difficile de parler des rémunérations dans la fonction publique parce que c'est, vous le savez, un univers très vaste. Il y avait des élections hier dans toutes les fonctions publiques, 5 millions d'électeurs. Je voulais commencer par vous donner une idée du poids de l'emploi public dans l'emploi total. Alors, je vous projette un slide dont je sais qu'il est à peu près illisible. C'est juste pour vous dire que la France est la troisième colonne en partant de la gauche, et que donc son chiffre, l'emploi public dans l'emploi total est autour de 25%, mais vous voyez que tous les pays qui suivent ne sont pas tellement loin. La plupart des pays de l'OCDE se situent entre 20 et 25%, avec les exceptions complètement à gauche qui sont la Norvège et le Danemark. Et complètement à droite, on a la Russie et le Brésil, là, les deux colonnes isolées, le Japon juste avant. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des chiffres relativement comparables? Parce que dans ce tableau, on a intégré à la fois les fonctionnaires, les agents sous statut et tous les gens qui travaillent dans les entreprises publiques ou pour l'emploi public. Et ça fait une grosse différence parce qu'il y a énormément de pays qui soit n'ont jamais eu de statut pour leurs fonctionnaires, donc d'emploi de carrière, soit ont abandonné le statut, comme c'est le cas par exemple au Portugal, en Italie ou dans d'autres pays. C'est tout à fait à la mode d'abandonner le statut. Voilà donc un premier tableau de cadrage. Ce que je voulais vous dire donc là-dessus, c'est que les termes qu'on emploie dans la fonction publique sont un peu compliqués, mais le premier grand chapitre, c'est un style de classification qui, pour moi, ressemble un peu à ce qu'on peut avoir dans les classifications conventions collectives. Alors, on a, pour les fonctionnaires, d'abord un statut général. Tous les fonctionnaires sont régis, les fonctionnaires titulaires, sont régis par le même statut général où qu'ils travaillent. On dit qu'il y a 3 versants dans la fonction publique: la fonction publique de l'État, territoriale, hospitalière. Tous ces gens-là sont régis par la même loi qui s'appelle de ce fait statut général, mais ils ont en plus ce qu'on appelle un statut particulier et qui crée pour le coup un énorme éventail, une très grande variété. Chaque personne titulaire relève d'un statut particulier qui est fixé par décret, et on en est encore aujourd'hui à plusieurs centaines. Ça, c'est ce qu'on appelle un corps. Et en plus, les corps sont répartis en 3 catégories. En principe, c'était les A, personnel d'encadrement, B, personnel de gestion, et C, personnel d'exécution. Tout ça ne correspond plus, de ce point de vue-là, à grand-chose, mais on est toujours en A, B ou C. Donc ça, c'est la grande complexité et grande organisation générale. Ce qui est important de retenir, c'est plutôt que dans la fonction publique, quand on est titulaire, le texte dit qu'il y a une séparation entre le grade et l'emploi. C'est-à-dire qu'on dit qu'un fonctionnaire est titulaire de son grade, ce qui le relie à son corps d'appartenance, et ça, il en est titulaire, et il évolue dans ce corps, il a une carrière dans ce corps, mais ça ne dit rien de l'emploi et donc du travail qu'il va effectuer, ce qui est quand même relativement atypique par rapport à ce qu'on peut connaître dans l'univers du privé. Un fonctionnaire est titulaire de son grade et non de son emploi. Et quand il est recruté, il passe un concours, et dans le concours, il n'est pas question de l'emploi qu'il va occuper. Ce qu'on teste lors des concours, dans la généralité des concours, il y a énormément de cas particuliers, mais dans la généralité des concours, on va tester des compétences générales, type capacité à rédiger une note de synthèse, par exemple, à bien lire et à bien synthétiser. Je n'ose pas dire culture générale, mais presque, puisque un fonctionnaire est réputé pouvoir occuper au long de sa carrière toutes sortes d'emplois. Il va rentrer et devenir titulaire d'un grade, mais ça ne dira rien, en théorie, de l'emploi qu'il va occuper. Donc, vous voyez qu'on est assez loin du travail proprement dit. Alors, ce que je dis, c'est vrai dans tous les corps administratifs, c'est évidemment moins vrai dans tous les corps techniques, type ingénieur, type inspecteur du travail, type contrôleur des impôts. C'est encore moins vrai dans la fonction publique hospitalière, où pour le coup, en général, l'intitulé même du métier parle davantage du travail que ça n'est le cas quand on est, par exemple, attaché d'administration
général. Ça ne vous dit absolument rien de ce qu'on va faire. Ce qui est commun à tout le monde dans les fonctions publiques, c'est un indice. C'est-à-dire que tous ces corps, ces grades, ces échelons se réfèrent à une même grille indiciaire et chacun connaît l'indice, on connaît ou ne connaît pas, l'indice à laquelle il est classé. Et c'est là-dessus qu'on calcule la part indiciaire, comme elle s'appelle, de la rémunération. On a un indice, on le multiplie par une valeur de points qui, elle, est la même pour tous, qui évolue ou qui n'évolue pas selon les années, et on obtient la part indiciaire de la rémunération. Voilà. Et c'est vraiment le tronc commun, ce qui fait qu'on peut parler le même langage entre fonctionnaires, c'est à quel indice on est. Aujourd'hui, le traitement, l'indice brut minimum, c'est l'indice 309, indice majoré 309, qui correspond à un traitement brut mensuel de 1430 €. On est à peu près autour du SMIC, en bas de l'échelle. La meilleure preuve que le grade et l'emploi sont réellement très différenciés, je vous donnerai comme exemple le répertoire interministériel des métiers de l'État. On est dans la fonction publique de l'État. Il y a une dizaine d'années, je pense, on a créé un répertoire interministériel des métiers avec des noms de métiers et des compétences, objet qui a été négocié avec une forte participation syndicale, mais ce RIM ne dit jamais à quel grade, à quel indice, ou même à quel corps, ou même à quelle catégorie ça peut correspondre. On peut être de catégorie A et occuper un emploi qui serait naturellement classé en catégorie C, et l'inverse, qui est beaucoup plus fréquent, se rencontre. Je ne vous parlerai pas du niveau des salaires, puisqu'on va vous en parler tout à l'heure lors du moment où on parlera statistique. Je vais vous dire comment est composée la rémunération d'un fonctionnaire ou assimilé, parce qu'il y a énormément de contractuels, mais en général, même les contractuels ont un indice, et de plus en plus une évolution de carrière qui les fait progresser en indice. Donc on a deux parts, comme dans la plupart des cas, pour le coup, une part indiciaire et une part indemnitaire. Je vous dis juste un mot pour vous dire que sur les indemnités, tout ce qu'on appelle les primes, les fonctionnaires ne cotisent pas ou très peu pour la retraite, ce qui fait quand ils arrivent à l'âge de prendre leur retraite, ces primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de leur retraite, ce qui fait que non, les fonctionnaires ne partent pas à la retraite avec 75% de leur dernier salaire, mais ils partent avec 75% de leur dernier salaire indiciaire, ce qui fait une vraie différence. Puisque je vous ai mis là, c'est complètement à la louche, hein, ces chiffres, pour vous donner une indication de hauteur, vous voyez que les enseignants ont une part de prime très limitée, mais que pour les catégories A+, A, B et C, on est autour de 20% ou au-dessus de 20%. C'est donc une part relativement conséquente, 25%. Voire beaucoup plus, de 25 à 40 on va dire, mais il y a des corps pour lesquels ça dépasse largement 50%, on peut atteindre 100% de primes, voire même les dépasser, mais en principe on peut atteindre jusqu'à 100% de primes pour certains corps. Ça vous donne une indication de cette part indemnitaire, c'est celle dont je vais parler principalement. Vous voyez aussi du coup que si on revient au sujet de la retraite que j'abordais juste avant, ça veut dire que les gens ne peuvent pas partir avec 75% de leur dernier salaire net, puisque les primes sont très peu prises en compte. Alors, en fait, les primes sont variables depuis 1959. En théorie, toute la part indemnitaire est variable dans les textes depuis 1959. En réalité, la part variable se monte à peu près 20% de la part indemnitaire. Et vous voyez donc, on est à une part indemnitaire, mettons, autour de 25%. La part variable de cette part indemnitaire, c'est 20%. Donc, on va être autour de 5% de part variable théorique, ce qui est déjà pas énorme. Et en plus, les pratiques font que la variabilité est très très peu appliquée, soit comme par exemple au ministère des Finances, parce que les syndicats ont obtenu, après la grande grève de 89, qu'il n'y ait pas de variabilité des primes de la part indemnitaire dans les rémunérations, soit parce que les pratiques, y compris les pratiques managériales ou la paix sociale, fait que finalement c'est un outil qu'on n'utilise pas ou très peu selon les cultures. Il y a des univers, moi j'étais au ministère de l'Industrie, là il y avait une forte modulation, enfin une vraie modulation des primes, parce qu'on fonctionnait un peu comme l'industrie à l'époque, mais en général ailleurs il y avait une
peu de modulation. Les réformes en cours, depuis 2007, ont voulu introduire d'abord une vraie variabilité dans la part indemnitaire et puis une pesée des postes. Et c'est là qu'on revient, j'allais dire, dans le même jeu que les personnes qui ont parlé avant moi. C'est ce qu'on a appelé la PFR, ce qu'on a appelé en termes plus populaires la rémunération au mérite. La PFR, c'est prime de fonction et de résultat. La part résultat, l'idée était vraiment le mérite individuel, donc on retombe dans ce que les deux parties dont parlait Philippe Denimal, hein, sauf qu'on ne parle que de l'indemnitaire, là. Hein, on n'est pas sur le gros du salaire, mais on a bien deux parties, une partie individuelle, dont je ne parlerai pas parce que je n'ai rien de particulier à en dire, mais une partie fonction, et l'idée était bien de peser les postes dans chaque corps. Chaque emploi devait être pesé de manière à ce que chacun sache à quoi correspondait, en termes, pour le coup, de travail, de contenu d'emploi, l'emploi qu'il occupait. Cette PFR a connu beaucoup de résistance, beaucoup de réticence. Elle est aujourd'hui appliquée pour 100 000 personnes à peu près, surtout dans les administrations centrales et surtout pour les emplois administratifs, attachés, secrétaires administratifs, adjoints, y compris dans les territoriales. Ça ne s'est pas répandu alors que normalement en 2015 tout devait être fini. Vous voyez que 100 000 personnes sur une somme globale, je vais dire 5 millions parce qu'il y a eu 5 millions de votants, tout le monde n'était pas éligible à la PFR, mais assez peu répandu, et ça a provoqué des problèmes, d'abord une forte opposition syndicale pour le coup, et puis des problèmes de blocage des situations, puisqu'une fois qu'on était sur un emploi coté dans la grille A4, eh ben, il était quasiment illogique, quand on voulait chercher une mobilité, d'évoluer en descente, et donc tous ceux qui étaient classés A4 cherchaient un poste coté A5, il n'y en avait pas beaucoup, et du coup un blocage, là où je l'ai vécu au ministère des Finances, un blocage total de la mobilité directement lié à la cotation des postes. Mais j'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est que je vous ai dit que le point d'indice était le tronc commun pour tous les fonctionnaires. L'évolution du point d'indice est bloquée depuis 2010. Donc il n'y a pas d'évolution du salaire indiciaire, l'évolution du salaire indiciaire n'évolue pas par le point d'indice, elle peut évoluer par des effets de carrière, mais pas par le point d'indice. Et du coup, l'indemnitaire a pris le relais du fixe, parce que l'indemnitaire, comme nous disait Mylène de l'UFA, avec qui on a préparé cette réunion, ça fait plaisir et ça coûte beaucoup moins qu'une évolution indiciaire. Cette PFR est aujourd'hui refondue. Ça s'appelle aujourd'hui régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l'expertise. Et on n'a plus ce partage net entre le contenu de l'emploi et la manière de servir, puisque je cherche les noms. Voilà, la répartition des fonctions types au sein des groupes de fonctions vont tenir compte de l'encadrement, coordination, pilotage et conception. Est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas? De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Donc on est en principe sur les savoir-faire, et des sujétions particulières. Mais ensuite, on tient aussi compte de l'expérience professionnelle, et elle sera différenciée par l'ancienneté et la valorisation de l'engagement et de la manière de servir. Et donc on retombe sur un mixte pas très clair. Le vrai projet, nous dit l'Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés CFDT, c'est de revenir à une part variable moins importante que ça n'était permis par la PFR, de revenir à une part fixe dans l'indemnitaire autour de 80%, une variabilité maximum de 20%, tout en se rappelant ce que je vous disais au début, qu'en réalité, sur ces 20%, ça n'atteint que 5% de la rémunération globale. Voilà où on en est aujourd'hui. Juste un mot pour vous dire qui négocie aujourd'hui la place des syndicats. Alors, il y a une très jolie phrase dans les textes qui dit les fonctionnaires n'ont pas vocation, vu leur position statutaire et réglementaire, n'ont pas vocation à négocier individuellement leurs conditions de rémunération. C'est clair, la rémunération, ça ne se négocie pas individuellement pour un fonctionnaire. C'est les unions de fédérations de fonctionnaires qui négocient les évolutions
avec le ministère de la fonction publique. Et il négocie pour les 5 millions de fonctionnaires et assimilés en même temps. Ce qui donne une visibilité, une lisibilité assez faible à chacun des acteurs, qui ne provoque pas non plus de révolte sociale. Quand on est fonctionnaire, on sait qu'on a une grille indiciaire. Quand il y a une négociation catégorielle et qu'on est concerné, on est content. Mais ça n'est pas vraiment un grand sujet de dialogue social ou de colère sociale. En revanche, la variabilité pour la part variable des primes, ça effectivement c'est toujours un sujet beaucoup plus sensible, comme ça l'est dans tous les univers qui ont pour règle l'équité. C'est le cas des fonctions publiques. Vous parliez de valeurs à l'instant. Si on peut parler de valeurs communes dans la fonction publique, on est bien sur les valeurs d'équité. Et du coup, quand on introduit des parts variables, ça introduit un vrai facteur de débat, voire de conflictualité interpersonnelle. Merci Annie.